Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo principalement de price action puisque j'étais pas à la maison aujourd'hui. Donc du coup, on va simplement aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais pas de sujet spécifique. On passe tout de suite en partage d'écran. On va se mettre d'abord en daily. BTC face au dollar, comme d'habitude. Vous voyez qu'on traîne toujours ici dans la zone des 30 000 $. Si je passe sur le 4 heures, j'ai une 4 heures qui semble peut-être être, relativement haussière, mais sans réellement venir prendre ce plus haut là. Pour le moment, vous voyez que par contre, on tient très bien la trend 4 heures là ici que je vous avais montré il y a de ça quelques jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On vient de marquer un rebond dessus, donc on n'a pas fait un nouveau plus bas, vous le voyez ici. Pour le moment, c'est plutôt encourageant pour venir prendre les 31 000 $ à ce stade. Là, ça, on parle ici de la 4 heures, bien évidemment. Comprenez bien également qu'on a un niveau quand même ici à dépasser. Là, on est en train de pousser assez fort sur ce dimanche soir pour éventuellement essayer d'aller le chercher et de passer par-dessus, comme je vous le dis encore une fois, histoire de venir prendre les 31 000 $ éventuellement. Donc au niveau price action, on va dire que c'est plutôt haussier dans le sens où, encore une fois, on tient cette trend. On casse une trend de distribution qui était, vous le voyez, plus ou moins comme ceci. On passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire également qu'on avait une structure plus ou moins en 15 minutes qui était plutôt baissière, on va dire. Et c'est pas la 1 heure, mais c'est ici la 15 minutes. Vous voyez, enfin, on commençait à avoir ce début de structure un petit peu baissière, ce retournement. Je vous ai parlé hier d'un CHOH. Et là, on a réussi à inverser un peu cette histoire, c'est-à-dire qu'on est en train de repasser sur une 15 minutes qui est haussière. Donc, est-ce que la 15 minutes va aller dans le sens de la 4 heures et retourner plus ou moins la 1 heure? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser à ce stade. Pour moi, oui, c'est plutôt une price action, on va dire, qui est plutôt bullish, ce côté petit time frame qui se retourne, qui effectivement nous donne quelque chose de baissier. Vous le voyez ici sur toute cette zone-là, mais là, on refuse de faire un plus bas. À ce stade, on tient la trend de la 4 heures. Donc c'est la price action de la 4 heures qui pour le moment fait foi. Vous voyez qu'on rebondit ici parfaitement sur la trend. Et à ce stade, on est en train éventuellement d'essayer de s'affranchir de ce point-là qui nous embêtait jusque-là et qui va éventuellement, à mon avis, potentiellement venir nous ramener au-delà des 31 000 $ sur notre ami Ether. Ether, il suit la poussée un petit peu actuelle là de BTC. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est peut-être en train de s'affranchir pour le coup, lui, de ce niveau-là. 2130 $ sur Ethereum. Encore une fois, sur la daily, Ether est en train de jouer un niveau important. Il a visiblement réussi à s'affranchir. On va voir si c'est pas un fake-out, donc juste une prise de liquidité au-delà des 2000 $. Mais il aurait peut-être réussi à s'en affranchir à ce stade. Et puis, voilà, voyons voir ce que ça donne. Donc là, pour le moment, on est finalement en train d'attaquer le pic qui est ici, d'accord? Ce qu'on vient attaquer, c'est le pic qui est là. Donc, prochaine target éventuelle, pour moi, 2004, puis éventuellement 2009. Cela dit, bien évidemment, on a très peu corrigé depuis qu'on est reparti ici des 1400 $, vous le voyez. Donc, c'est toujours une histoire de liquidité. Ici, on sait qu'on a de la liquidité qui attend en dessous. Mais bon, on est toujours dans cette structure de retournement avec un petit retest ici. Je suis étonné qu'il n'en fasse pas un deuxième, c'est-à-dire 1684, qui n'a pas eu encore un retest pour éventuellement y aller. Si on regarde la price action d'une manière générale, ça serait plutôt censé de le faire. Vous le voyez ici, revenir retester en fait finalement cette daily qui est là. Hop, pardon, ici. C'est-à-dire, si on le faisait en ligne droite et tout de suite à peu près les 1500 $. Pour le moment, il nous le fait pas. Il prend pas cette liquidité qui est en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une belle demande au spot, etc. On va voir plus ou moins comment ça se passe de ce côté-là. On a parlé pas mal hier de l'Ethereum dominance, toujours sur résistance, mais à un point très important. Si elle arrive à s'affranchir, allez, on va dire des 21,21%, ça serait vraiment extrêmement bull pour Ether. Ether qui surperforme très légèrement Ether qui surperforme très légèrement Bitcoin en ce moment. Pareil, on est éventuellement ici sur un point de potentielle résistance. Si on arrive à s'en affranchir, potentiellement, aller à minima revenir retester ici les 0,072, ensuite potentiellement 0,078 et la résistance ultime là pour le coup ça serait de passer les 0,086. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'Ether est parti pour une très très grosse poussée au-delà de Bitcoin, surperformer Ethereum pendant un
un certain temps. Pour le moment, on attendra de voir si cette traîne de distribution là ici se fait attaquer et qu'elle casse, mais à ce stade, vous voyez qu'il y a une forme de retournement ici avec ce double bottom, et puis là, on commence à faire un nouveau plus haut supérieur au plus haut précédent. Stablecoin dominance, comme d'habitude, on aime beaucoup la regarder. Et bien, stablecoin dominance, on voit que ça plombe pas mal, c'est-à-dire que même si Bitcoin, on va dire, latéralise, on a quand même ici, vous le voyez, du stablecoin qui sort du marché. Donc ça, c'est plutôt boule. À ce stade, on a à peine attaqué le creux suivant qui est ici. Hop, on l'a à peine touché, on est remonté en stablecoin dominance et là on est potentiellement en train de revenir l'attaquer à nouveau. Donc là comprenez bien que si jamais on attaque cette grande vallée là, qui nous avait donné ici une forme de double bottom, et bien ces directions, puisqu'on attaque la jambe du mouvement, c'est potentiellement direction les 10% et ensuite potentiellement aller jusqu'à toucher la target que vous voyez là, qui est les 8%. Comprenez bien que, on va dire, quand on était à 12% ici de dominance, on doit être autour des 25 000 sur BTC. Donc ici, ça nous donne 37-38, je pense. Ça dépend un petit peu de la BTC dominance, hein, bien évidemment. Mais intéressant de voir ici comment ça se passe. Pas de bourse aujourd'hui, donc on va passer là-dessus et on va aller voir les news. Les news, on est dimanche, il n'y a pas énormément de choses. Les fameuses leaks au niveau du Pentagone, les fuites. Ici, les banques qui apparemment ont une pression des dépositeurs, puisque il y a beaucoup de lenders qui tout simplement sortent leur argent de taux à long terme pour finalement prendre des taux à des bons du trésor à plus court terme, c'est-à-dire tout simplement le rendement est meilleur à plus court terme, donc du coup on essaye ici de tout simplement retirer son argent pour finalement le remettre. Une pause de la Fed qui ne serait pas forcément très bon pour les actions. Intéressant, j'ai pas l'abonnement moi ici donc je peux lire que le début de l'article, mais intéressant, ça pourrait effectivement être le cas. Et puis l'Arabie Saoudite qui transfère 78 milliards d'actions Aramco sur un fonds de pension. Donc visiblement, le royaume est plus ou moins vendeur de ses actions Aramco à ce stade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose sur Journal du Coin, pas grand-chose non plus, un sujet sur XRP avec 8,8 milliards qui sont rentrés sur les 30 derniers jours. Au niveau d'Ethereum, pas vraiment de retrait en ce moment par rapport à la Shanghai Update. Ah voilà, un sujet intéressant, c'est que il y a en ce moment un travail qui est fait par la Chambre des représentants sur un brouillon d'amendement par rapport au stablecoin. Quel est le contenu de ce brouillon? Visiblement, il s'agirait de mettre la Banque fédérale en charge de tout ce qui est stablecoin non bancaire. Excusez-moi, du coup j'ai redémarré. Attendez, je mets en pause une petite seconde. Ok, donc du coup, ici, les stablecoins qui seraient donc non bancaires, donc principalement Circle, Tether, qui seraient pris en charge par la Fed. Qu'est-ce que ça voudrait dire potentiellement? On peut imaginer que Tether et Circle doivent, et Circle est d'ailleurs pas mal allé dans ce sens, avoir plus ou moins un statut bancaire pour bénéficier bien entendu d'une monnaie de banque centrale. Vous savez qu'il y a deux types de monnaie, il y a la monnaie centrale et la monnaie commerciale. Les particuliers ne touchent qu'à la monnaie commerciale, les banques ensuite en fin de journée, avec tous les échanges commerciaux qui ont été faits, c'est-à-dire j'ai acheté quelque chose à quelqu'un d'autre dans une banque, etc. Et donc on n'est pas dans la même banque, à la fin de la journée, elles font plus ou moins l'addition, et puis finalement elles se remboursent en monnaie de banque centrale. Donc ça serait une première chose, ça serait pas forcément une mauvaise chose en soi. Un ban sur les stablecoins qui ne sont pas backés par des fiat, donc par des bons du trésor. Ça, c'est par rapport, bien entendu, à la chute de Terra Luna, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel qui est en train d'être travaillé. Donc, potentiellement fin des stablecoins algorithmiques, ce genre de choses. Permettre au gouvernement d'avoir des standards d'interopérabilité. Ça, ce serait plutôt bon pour XRP.
et aussi pour tout ce qui est interopérabilité, Chainlink, tous les oracles, etc. D'une certaine manière, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'interopérabilité pourrait se faire pour passer tout simplement du digital au commercial et ainsi de suite. Et dire à la Fed de faire une étude sur un dollar digital, c'est plus ou moins le cas à ce stade. Enfin, disons qu'il y a en juillet un système qui va être lancé qui s'appelle FedNow, mais c'est plus de l'échange de monnaie de banque centrale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que la banque centrale va permettre dorénavant, elle ne sera plus fermée le week-end, etc. Et elle permettra dorénavant tout simplement de fonctionner et la nuit et le week-end, alors que à ce stade ça n'était pas le cas. Donc c'est plus ou moins un dollar digital, mais c'est pas du tout un projet qui est crypto encore, c'est juste pour le moment, simplement le système qui est déjà en place se mettrait à tourner en fait 365 jours sur 365 et 7 jours sur 7, 24-24. Do Kwon qui a reçu 7 millions visiblement. Non, les avocats de Do Kwon qui auraient reçu 7 millions juste avant que Terra collapse, donc s'effondre. J'ai pas lu cet article, mais bon voilà, je pense pas que ce soit extrêmement intéressant sur aujourd'hui. Ici, un économiste qui prédit le plus gros crash de votre vie avec les lending dans les US banks, ça on l'a dit tout à l'heure, qui sont en train de tomber, de plomber. Et puis la Chapella, donc Shanghai Capella, qui fonctionne pas mal. Je vais juste vite fait lire cet article. Donc on y va pour cet article, le plus gros crash de l'histoire, et donc du coup ici il s'agit de Harry Dent qui est économiste et auteur de plusieurs best-sellers, qui nous dit que en fait concrètement, l'idée, c'est que on a eu un crash en 2008 qui n'a finalement pas eu lieu, et on est rentré dans une spirale de la dette à partir de là. Et lui prédit que en fait, on va aller plus bas que les niveaux qu'on avait eu finalement en 2008. L'idée ici, c'est qu'il prédit un déclin de 86% sur le S&P et 92% sur le Nasdaq et Bitcoin, à moins 95-96% depuis les 69 000 $, donc ça nous mettrait à 3 ou 4 000 $. La manière dont il dit ça, c'est tout simplement que en fait, on est rentré dans une spirale de l'impression, ce qui est une réalité, et que depuis ces temps-là, en fait, on est dans une économie finalement un peu zombie, avec effectivement des bulles, on va dire spéculatives, mais plutôt autour simplement de la dévaluation de la monnaie plutôt qu'une économie qui fonctionne réellement, et que en fait, on a eu une première vague, là, c'était celle qu'on a eue depuis un an. Là, on a eu une deuxième vague, donc une baie qui est remontée. C'est ce que je vous montre assez souvent sur le S&P. Moi, je pense que sur le S&P, il y a encore, bien évidemment, on va pouvoir éventuellement voir un peu plus de plus bas, une fois qu'on aura peut-être touché les 4004 pour moi sur S&P. Donc, je suis relativement d'accord avec ça, même si je vois pas une correction aussi forte que ce qu'il, lui, nous prédit. Et lui, en l'occurrence, nous dit également que eh bien tout simplement la Fed a à chaque fois poussé l'économie, elle s'est battue contre chaque récession, et c'est pas forcément la chose à faire. Parfois il faut laisser une récession se passer plutôt que de remettre le problème à plus tard, finalement en accumulant bien évidemment eh bien de la dette. Et en l'occurrence, il nous explique que depuis 1929-1932, donc il y a de ça une centaine d'années, vous savez qu'il y a des cycles d'une centaine d'années, ça existe, eh bien on n'a pas eu de crise majeure depuis 1929, même si celle de 2008, elle a quand même piqué un petit peu, moins 60% à l'échelle de ce qui s'était passé en 1929, c'est pas très très loin quand même, mais il nous dit que en fait, cette crise de 2008 aurait dû avoir lieu, on aurait dû laisser faire, et finalement on ne l'a pas fait, et donc finalement on se retrouve ici avec une spirale de la dette, et que on va probablement attaquer entre maintenant et la mi-juin prochaine cette fameuse troisième vague qui pourrait potentiellement être très violente, à savoir tout simplement un vrai crash et pas juste une correction. Voilà pour cet article relativement intéressant tout de même, puisque d'une certaine manière ça nous rappelle aussi que il y a des gens extrêmement intelligents, intéressants, qui ont une vision ici extrêmement
bear de ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai qu'on n'est pas, même s'il y a un pivot de la Fed, est-ce que la Fed pourra réellement réenclencher tout simplement une planche à billets dans un contexte d'inflation? C'est pas tellement sûr. Donc si on se retrouve avec un contexte de récession énorme et que tout le monde comprend finalement à ce stade, eh bien qu'il va falloir nettoyer plus ou moins, comme je le disais, les entreprises un peu zombies qui finalement qui ne vivent que de liquidité mais pas réellement de réelle production, eh bien pourquoi pas effectivement une très très grosse correction sur le marché. Ici, voilà les jobs dans la tech qui seront le plus menacés par l'AI et ChatGPT. Je prépare un sujet sur l'AI, je pense que je vais le faire demain. J'ai pas eu le temps aujourd'hui d'avancer dessus, de le préparer bien. Je voudrais vraiment faire un truc chouette, donc soit demain, soit après-demain. Ça sera un sujet assez long, je pense. Calendrier économique, on a déjà regardé que cette semaine n'était pas extrêmement importante. On n'a pas eu de earnings aujourd'hui, c'est dimanche, mais on regardera demain un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà pour les news. Allez, on envoie la page de pub et on va aller regarder la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Allez, on y va pour la liquidité. Ensuite, à la fin de la vidéo, je reviendrai sur les scénarios Elliott Waves, etc. par rapport à ce fameux article de Harry Dent. 57 millions de liquidés hier, 23 millions en tout, donc à peu près la moitié, un petit peu moins sur Bitcoin, Ethereum. Arbitrum qui apparemment a pas mal liquidé, Dogecoin, ID qui a pas mal liquidé également, Cardano et Solana, BNB aussi. Donc j'ai pas vu la price action sur ces assets-là en particulier. Au niveau du carnet d'ordre, c'est relativement vide, proche du prix. On a pas mal accumulé ici sur il y a eu des achats, on va dire, sur la descente qui s'est faite ici aux 30 000 $. On a rebondi sur les 30 000. On n'a pas énormément d'ordre de vente avant les 31 000. Vous le voyez ici, quelques bitcoins à peine, donc carnet d'ordre plutôt vide. C'est le week-end. Sur ce qui concerne les liquidités, vous voyez qu'on a pris la liquidité longue ici. Ça s'est fait principalement quand même sur du long, donc on a un prix qui a latéralisé mais un funding qui a relativement augmenté, donc on peut estimer que ce point là a été très légèrement longué.
C'est pas énorme, mais on va le mettre comme ça, voilà. Et puis, léger regain de l'open interest, vous le voyez, on revient sur la barre des 6,33, qui est une barre un peu dangereuse, une barre dans laquelle on a tendance à effectivement déleverager. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Pareil, latéralisation, j'ai un funding qui est très légèrement baissier, donc peut-être que le top, là, ici, bon, vous voyez que ça correspond à peu près au niveau précédent, donc on va pas nécessairement le noter. J'ai toujours un problème avec iBlock, j'espère qu'ils vont me rétablir mon accès d'ici peu. Ethereum, par contre, vous le voyez, qui a, pour le coup, lui, nettoyé plutôt le point du haut. Ça s'est fait également sur un funding positif, donc on va garder ce point, on va même le passer en 2 pixels, puisque c'est devenu un point relativement conséquent désormais. Vous voyez qu'il n'a pas été franchi, il a été bien défendu ici. Et puis derrière, hausse du prix, hausse du funding, tout ça est plutôt normal. Ici, on latéralise, très légère baisse ici, peut-être un petit peu de long, donc vous voyez que ce point-là à 2 pixels, et c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ici, on devrait clôturer du short. Et donc le funding théoriquement devrait augmenter fortement. Vous voyez que c'est pas énormément le cas, c'est un petit peu le cas, mais c'est pas énorme, donc on peut considérer que le top est lui-même également shorté. Donc voilà, hop, petite anomalie de funding ici, mais c'est pas bien méchant non plus, hein. Donc le top est shorté et le gros point de long se trouve aux 2071 $ dorénavant. Donc on n'a pas iBlock malheureusement encore aujourd'hui, j'espère qu'ils vont me rétablir l'accès d'ici demain. On va revenir sur le S&P en l'occurrence, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un fameux mouvement en 3 vagues, hein, qui nous aurait donné une A, une B et une C. Vous voyez que c'est le scénario dans lequel on est, nous, depuis déjà un moment, c'est-à-dire que S&P devrait faire des nouveaux plus bas, en tout cas en ce qui nous concerne. Après avoir joué avec les 4004, on voit plutôt cette grosse ABC verte que vous voyez ici, et une dernière descente en 5 vagues, effectivement assez impulsive. Personnellement, dire que S&P va venir faire moins 86, hein, c'était ça que nous disait l'article, ça nous emmènerait quand même à des niveaux complètement incroyables. 86, ça nous emmènerait par ici. Donc 800 sur S&P, c'est quand même relativement violent, hein. Vous comprenez que si on regarde un petit peu plus loin, alors j'ai pas... Si, j'ai l'antériorité, très bien. Bah oui, ça nous ramène effectivement au niveau les plus bas de 2008, c'est-à-dire que effectivement, bon là, vous voyez qu'on a quand même en 2008 sacrément corrigé, hein. Vous comprenez bien que les pourcentages, ce sont des choses qui sont logarithmiques, hein. C'est-à-dire qu'ici on a fait moins 57 en tout, hein, si je reprends ici les cotations, revenir ici sur la borne basse, revenir tester cette borne basse, pourquoi pas, mais franchement, je vois pas une correction aussi importante personnellement. Voilà, je verrais plutôt le prix revenir en deçà des niveaux pré-Covid, puisque c'était une bulle de liquidité. On reviendrait retester encore une fois les niveaux pré-Covid, donc les 3000, 3003. Et personnellement, je partage pas non plus l'analyse, on va dire, de Harry Dent, qui nous dit que BTC va suivre. Pour moi, il y a une différence entre ce qu'il s'est passé sur BTC et ce qu'il s'est passé sur S&P. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, la ABC sur BTC, on a des grandes chances que ça soit une flat étendue, c'est-à-dire une... Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va y arriver. Tac, une flat étendue, c'est-à-dire une A, une B ici qui vient toucher son plus haut, donc une flat étendue, c'est-à-dire qu'elle étend, elle corrige encore plus fort que la racine. Une flat normale aurait rebondi ici, et en l'occurrence, celle-ci est venue repousser, et elle est venue toucher les 1,618 de son retracement de la vague A, c'est-à-dire on a fait 161,8% de la vague A reportée en haut de B. Donc voilà, pour moi, la correction et j'ai souvent dit hein, sur la chaîne, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va être potentiellement bon pour Bitcoin, mais mauvais pour les actions. Parce qu'à un moment donné, je vois plutôt les actions, encore une fois, corriger, revenir prendre leur plus bas, alors que pour moi, Bitcoin est en train de faire cette flat étendue. Maintenant, il y a une possibilité que ça soit effectivement, on va dire, en Elliott, bon, je vous mets pas les vagues d'avant, là, mais qu'on ait eu ici un haut de 3, une 4 et une 5, et que en fait on soit aussi dans une ABC, ça nous donnerait plus ou moins quelque chose comme comme ceci, vite fait, hein, je vous le fais à la... Donc une 3 très
très impulsive, très forte, etc. Une 4 qui vient chercher son pourcentage, et une 5 tronquée, c'est-à-dire que finalement elle va pas réellement atteindre ses objectifs et elle est tronquée. Et en l'occurrence, ça voudrait nous dire tout simplement que qu'est-ce qu'on aurait à ce stade du coup, et l'analyse là il faudrait la revoir, mais pour le moment moi c'est pas vraiment mon décompte. On aurait peut-être voilà plus ou moins une touchette au 40, et ensuite pourquoi pas effectivement ce mouvement qui nous emmenait, on peut dire 4100 $, voilà, ça nous donnerait ça. Sur BTC ça nous donnerait effectivement, donc là on a eu une 2, 3, 4, 5, etc. Donc nouveau décompte avec effectivement le rebond actuel qui jusqu'à la mi-juin ou un peu plus loin pourrait potentiellement nous donner les 41 000 $, et puis ensuite c'est le crash de partout, voilà, ça serait même plus ou moins beaucoup plus puissant, beaucoup plus obtus. Donc voilà, donc à ce stade, vraiment c'est un décompte qui pourrait tenir, je veux dire, il n'y a rien qui peut aller contre ce décompte, mais on voit une décorrélation en ce moment du Bitcoin avec le S&P, on voit peut-être quelque chose qui se passe, et moi c'est ce que j'attendais depuis déjà un moment, qui puisse décorréler Bitcoin du marché action et surtout du marché tech. En l'occurrence, que Bitcoin devienne tout simplement une réserve de valeur, c'est-à-dire qu'en temps de crise, il remplisse sa fonction primaire qui est de se battre contre l'inflation. Il y a beaucoup d'économistes qui ne comprennent pas bien ça, tout simplement parce qu'ils sont pas... Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas bien ça, je vais pas dire qu'on comprend mieux les choses que des gens comme Harry Dent, mais l'idée ici peut-être, c'est que il existe une possibilité, et bien tout simplement qu'on se retrouve dans ce contexte où finalement Bitcoin aille totalement dans le sens inverse des actions et aille soit plutôt un or digital, voilà, et que sa rareté programmée permette tout simplement que les gens effectivement soient capables de faire la part des choses et de se dire, dans un contexte où les banques sont en train de se casser la gueule et où le marché action potentiellement se casse la gueule également, etc., Bitcoin remplisse sa fonction qui est celle de tout simplement se hedger contre l'inflation en temps de crise et en temps tout simplement d'impression monétaire, et dans des moments où l'État se permet de battre monnaie à foison et d'attaquer plus ou moins. D'attaquer quoi ? D'attaquer la valeur travail, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire tout simplement votre capacité de reporter votre valeur travail dans le temps, c'est-à-dire votre épargne. Votre retraite, toutes ces choses-là, débaser votre retraite, correspond tout simplement à créer de l'inflation pour finalement accumuler plus de dettes. Donc voilà. Donc pour moi, je suis pas tout à fait ce scénario. Je suis pas ce scénario ni sur S&P. Enfin, j'achète pas ce scénario où il va y avoir un crash extrêmement massif. Je trouve que déjà, aller plus bas, et comprenez bien que ici, si jamais on est dans mon scénario, on est déjà sur une sacrée correction sur S&P, au sens où dans mon scénario, on s'arrêterait à peu près au 3003. Ça nous donne déjà en tout, depuis la TH. Quelque chose comme moins 30. Ouais, c'est ça, à peu près, un peu plus. Moins 33. Moins 33. Maintenant, s'il y a une correction plus importante, le problème, c'est effectivement, soit vous sortez énormément du marché action sur les points des 4004, soit vous accumulez ici un petit peu de cash et vous revendez. Moi personnellement c'est ce que j'aurais tendance à faire, et y compris sur Bitcoin, je pense qu'autour des 40 000 je vais commencer quand même à réfléchir à hedger un petit peu les choses, c'est-à-dire tout simplement sur les coins qui ont bien performé, commencer à réaccumuler un petit peu de cash au cas où, puisque tout simplement c'est du gain. Comprenez qu'ici la difficulté, c'est de sortir au bon moment, et en l'occurrence dans des zones de rechargement de vente, ici logique, c'est normal de reprendre un petit peu de cash, surtout si vous avez réussi à trouver les bons bottoms. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, mettre un like, c'est important, prendre le temps de mettre un like, et un commentaire d'encouragement éventuellement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin.
Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur, tiens, les panneaux solaires. Est-ce que vous avez installé chez vous des panneaux solaires? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à cette fonctionnalité ou pas? Voilà, question à la con. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve demain. Demain, potentiellement, même type de vidéo, je pense, c'est-à-dire analyse à peu près basique comme on fait parfois. Et après-demain, probablement, vidéo que je suis en train de préparer, c'est à côté de moi, sur l'intelligence artificielle. Portez-vous bien, à demain, et merci de votre fidélité, de votre écoute et de votre bienveillance.